Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à Débat de presse, l'émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur la RTB. C'est chaque dimanche en direct à partir de 11h et c'est avec les meilleurs analystes et éditorialistes de la presse au Burkina Faso. Ce dimanche, 4 sujets convoqués au débat. D'abord, le processus électoral au Burkina Faso. Les choses se mettent en place. Le calendrier électoral est dévoilé et attend d'être scrupuleusement respecté. Que pensez donc de cette évolution des choses et du processus électoral? On en parle ce matin. Et ce matin également, les concours directs de la fonction publique qui ont débuté cette semaine pour la phase directe, donc, alors qu'on apprend la démission du responsable de la plateforme e-concours. Est-ce que cette démission ne va pas influer sur l'ordre des choses? On en parle également. Et ce matin également à débat de presse, la Côte d'Ivoire, avec cette alliance que l'opposition appelle de tout son vœu pour empêcher la tenue de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Que penser de cette actualité? On en parle dans le débat de presse. Et ce matin sont venus pour le débat Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Bonjour Paul. Oui, bonjour Kindo. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à débat de presse, Hyacinthe Bourousseke Sanou. Bonjour Hyacinthe. Bonjour Fousseni. Vous êtes directeur des rédactions de Omega FM et puis est avec nous le directeur de publication de Libre Info, Albert Nagrego. Albert, bonjour. Bonjour Fousseni. Merci d'être là pour le débat. Albert, on commence d'ailleurs avec vous, le processus électoral qui est bel et bien enclenché au Burkina Faso. On l'a vu cette semaine, le président de la CENI et les autres membres ont largement communiqué et même que depuis le 17 septembre, les dépôts des candidatures pour les élections législatives ont débuté. Cela veut dire que les choses sont rassurantes. Naturellement, parce que à regarder de près, on voit que le président de la CENI, Newton Ahmed Barry, et son équipe travaillent véritablement pour respecter le chronogramme qui a été communiqué au Burkinabé et puis aux partis politiques d'ailleurs, parce que jusque-là, je pense que les choses vont bon train au niveau de la CENI. On a vu, comme vous l'avez dit, la publication de la liste au cours de la semaine et le contentieux également qui est ouvert aussi. Donc, je pense que pour ma part, c'est une équipe qui travaille. Mais à côté de ça, on doit se poser la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, si la CENI est prête, est-ce qu'au niveau de la classe politique, parce qu'on a appris encore cette semaine qu'il y a des gens qui ont attaqué le code électoral au niveau du Conseil constitutionnel parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour la modification, leur pétition n'a pas abouti au niveau de l'Assemblée nationale. Donc le Conseil constitutionnel a été saisi. Donc est-ce qu'il faut faire les choses aussi en tenant compte parallèlement de ce que pourrait être l'issue de cette saisine du Conseil constitutionnel aussi, parce que ça montre que le débat n'est pas encore clos à ce niveau. Et si le débat n'est pas clos à ce niveau aussi, l'issue de cette saisine peut changer parfois peut-être la donne. Donc c'est aussi des choses à considérer dans ce processus électoral-là. Maintenant, au Burkina... Donc pour vous, ce juridisme-là, il faudrait peut-être s'en inquiéter. Ah oui, il faut s'en inquiéter parce que l'issue peut être aussi favorable du côté de ce que l'Assemblée a adopté, tout comme ça peut être le contraire. Et si c'est le contraire aussi, ça veut dire que ça risque de chambouler encore les choses. On peut dire qu'il y a une forte chance ou peu de chance, mais il ne faut jamais négliger. Tout est possible à tout moment. Mais là, la publication de la liste, le contentieux, je pense que c'est vraiment une bonne chose, sauf que ce n'est pas forcément ce que le Burkinabé attend le plus, parce que je vois qu'on peut réclamer son nom si son nom ne figure pas sur la liste qui a été publiée, ou encore on peut demander la radiation du nom de quelqu'un si on estime que peut-être il y a des problèmes où il y a face à la loi, s'il y a un problème, un conflit face à la loi, ou encore on a la possibilité de faire des recours au niveau du tribunal administratif ou à le Sénat pour que son nom puisse figurer. Maintenant, est-ce qu'au Burkina, c'est forcément la chose la mieux partagée au sein de l'opinion? C'est la question qu'on se pose parce que le plus souvent on s'inscrit, puis après on dit qu'on a une carte d'électeur, on attend le jour du scrutin, vous arrivez devant le bureau de vote, là vous trouvez des premiers Burkinabés ou d'autres qui disent que je ne retrouve pas mon nom, ou je ne sais pas dans quel bureau de vote je dois voter. Donc je pense que c'est déjà fait, mais il faut suffisamment communiquer pour que ces erreurs-là puissent se réparer dès à présent. Oui, Paul Miki, on l'a vu
c'est un code, plutôt c'est un processus qui a requis l'adhésion de la classe politique. Albert l'a relevé. Et donc, à cette étape, le processus recevra également les acteurs, l'adhésion des acteurs de la vie, c'est-à-dire du citoyen lambda tout court. Oui. Non, je pense que, comme Albert l'a dit, effectivement, on est bien parti pour ces élections du 22 novembre 2020. D'abord, il faut apprécier ce processus, à mon avis, à 3 niveaux. Techniquement, pour commencer, je pense que la Commission électorale nationale indépendante, effectivement, est prête pour ces élections. D'ailleurs, vous aurez remarqué que le président Newton Ahmed Barry est très à l'aise quand il s'adresse au Burkinabé à travers les médias, en faisant justement le bilan de tout ce qui a été mené comme travail technique pour permettre aux Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur de participer aux élections du 22 novembre. Donc, tout porte à croire quand même qu'on est en train d'aller sereinement vers ces élections du 22 novembre. On a vu effectivement qu'ils ont publié la liste électorale, c'est-à-dire les inscrits sur le fichier électoral, et les noms sont consultables sur Internet. Et je pense d'ailleurs que ça ouvre en même temps le contentieux, comme Albert l'a rappelé. Et je crois que c'est l'occasion, effectivement, au Burkinabé qui voudrait contester cette liste de le faire maintenant, parce que c'est quand même dans un temps limité. Comme la formule le dit, si quelqu'un a quelque chose contre le fichier électoral qui se prononce aujourd'hui, qu'il se taise à jamais. Je pense que ce faisant, on permet effectivement de réduire un peu les risques de crise autour justement de ce fichier, parce qu'il ne faut pas attendre que le processus atteigne un certain niveau pour remettre en cause tout en même temps. Alors, le deuxième niveau d'appréciation, de mon point de vue, c'est justement l'engouement que l'on a autour de ces élections, notamment les listes de candidatures qui sont en cours d'être déposées. Pour les législatives, c'est en cours, la présidentielle, c'est bientôt. Et je pense d'ailleurs qu'on a vu cet engouement autour donc, de ces listes, de ces dossiers de candidature au niveau des différents partis politiques. Ne serait-ce que pour l'élection présidentielle, on a beaucoup de candidats qui sont déjà presque déclarés, en tout cas des intentions de candidature. On attendra de voir qui seront les candidats réels qui vont franchir toutes les étapes et pour faire valider leur dossier de candidature à la présidentielle. Pour les législatives, en tout cas, tout porte à croire qu'il y a un engouement aussi bien au niveau des partis politiques qu'au niveau des indépendants, et puisque là, c'est également possible. Donc, voici que nous sommes en train d'évoluer effectivement vers des élections. Alors, le troisième niveau d'appréciation que je voudrais donc faire remarquer, c'est qu'on a constaté effectivement que les uns et les autres qui étaient contre d'ailleurs la tenue de ces élections sont en train de se taire progressivement. Je pense à ceux qui avaient estimé effectivement qu'il fallait reporter les élections parlant des partis politiques parce qu'on n'était pas techniquement prêt et qu'il fallait justement tenir compte de la situation d'insécurité dans certaines régions du Burkina. Je pense également aux députés. Mais est-ce que cela n'est pas dû au fait que quelque part il y a comme une sorte pas d'entêtement, mais comme si la CENI n'était pas ébranlée ou comme le gouvernement, et donc certainement ces personnes qui avaient des voix dissonantes par rapport au processus électoral sont contraintes à un moment donné de marquer le silence. Non, mais il faut remarquer d'ailleurs que c'est les personnes qui étaient contre la tenue des élections, selon le calendrier défini, avaient sorti un certain nombre d'arguments qui, de mon point de vue, tenait quand même la route, parce qu'il fallait effectivement tenir les élections sur l'ensemble du pays. Il ne fallait pas mettre de côté une partie des Burkinabés. C'est vrai qu'il y a eu des explications, côté CENI, côté gouvernement, comme vous l'avez relevé. C'est peut-être ce qui a permis effectivement à ces personnes de mettre un peu d'eau dans leur vin. Mais tout compte fait, je pense que c'est un silence, puisqu'ils n'ont pas dit qu'ils sont d'accord, c'est un silence que l'on observe. On remarque simplement qu'ils ne parlent plus assez par rapport à cette demande de report. Je parlais des partis politiques, notamment d'une partie des partis politiques de l'opposition non affiliée. Je pense également aux députés de l'Assemblée nationale qui avaient formellement proposé que l'on reporte les élections législatives et puis tenir la présidentielle, quitte à organiser les législatives en 2021, une année après. Donc voici en tout cas autant de voix discordantes qui sont en train de se taire progressivement. Je pense que ça augure de lendemain meilleur pour le processus électoral, même s'il ne faut pas oublier effectivement que l'on peut se retrouver face à des actions en justice, comme Albert l'a rappelé. Nous sommes dans la période du contentieux ouvert au-dessus le fichier électoral. Peut-être qu'il y aura des recours, il y en a déjà contre le code électoral, peut-être qu'il y en aura également sur le fichier électoral, peut-être qu'il y en aura aussi sur même le processus, parlant justement des 22 communes qui sont exclues entre guillemets de ce processus électoral. Peut-être que des voix vont se lever de ce côté pour dire qu'elles ne sont pas d'accord avec la tenue de ces élections sans une partie des Burkinabés. Bon, on attendra de voir, mais dans tous les cas, la remarque que l'on fait, c'est que la majeure partie des Burkinabés, parlant de l'opinion du gouvernement, de la Commission électorale nationale indépendante et des partis politiques sont engagés
dans ce processus, c'est comme une grosse machine qui est en marche, il est difficile de l'arrêter. Oui, Hyacinthe, il l'a dit, 22 communes ne seront pas du scrutin. Et donc, quelle garantie d'inclusion, certainement, on peut espérer de ce processus, d'autant plus que les dés sont jetés? Le nouveau code électoral, en tout cas, garantit un peu le sort qui va être réservé à ces élections, puisque ça prévoit qu'en cas de force majeure, seuls les bureaux de vote ouverts seront pris en compte. Donc je pense qu'ils ont pris en compte cette donne-là. Maintenant, quelle est la représentativité de ce vote d'une manière générale? Là, c'est un autre débat qu'on connaît vraiment avec le débat qu'il y a eu sur la volonté de report des députés, l'étendue de l'inaccessibilité de certaines zones aujourd'hui au Burkina. Je pense que cette donne sécuritaire également est observée dans la suite du processus électoral. Je pense que les uns et les autres ont assez développé sur le fait que le train, la CENI est véritablement en marche. On a les différentes étapes clés du processus électoral qui sont en route vers le 22 novembre qu'il faut observer. Mais pendant ce temps également, il y a cette évolution sécuritaire qu'il faut observer, et aussi pour moi quelques réactions au sein des partis, parce que on a parlé des listes de partis, mais il y a cette querelle de positionnement au sein même des partis qui est à observer, parce que il faut bien observer le comportement de certains recalés sur certaines listes qui vont estimer qu'ils ont été lésés d'une manière ou d'une autre, qui vont peut-être avoir une autre action autre que celle voulue par le parti. Il faut observer le comportement des états-majors pour gérer ces cas-là. Ça peut être également des sources de conflits. Pour moi, en tout cas, quand on connaît le poids de certaines personnes dans certaines régions. Donc, je pense que c'est un élément à observer, en plus, bien sûr, de ce volet sécuritaire-là, qui peut influencer négativement la suite du processus électoral. Mais en attendant, je pense qu'il faudra attendre de voir aussi les listes de candidats aux législatives et à la présidentielle publiée par la CENI, pour avoir une certaine idée aussi de ceux-là qui ont rempli pour la part de la CENI certaines conditions pour prétendre à ces deux postes-là. Oui, Albert, il l'a dit, il y a véritablement ici des questions de défis, mais aussi d'enjeux, des questions de défis, notamment le défi de la transparence qu'il faut savoir relever tout au long de ce processus. C'est vrai que nous ne sommes peut-être au début ou au commencement, mais avec les contentieux qui vont arriver, avec peut-être les nuages d'une crise qui pourrait se profiler à l'horizon, est-ce que il ne faut pas beaucoup plus prêcher les principes de transparence et d'inclusion, il l'a dit, par rapport à ce scrutin de novembre prochain? Oui, je pense que là, vous relevez deux points quand même qui sont très essentiels, la transparence et puis l'inclusion. Pour la transparence, je rejoins un peu ce que Mickey disait, on a vu des divergences à un moment donné, mais qui ne font plus l'actualité aujourd'hui. Je veux parler de l'audit du fichier, l'audit du fichier électoral. Je crois que c'est l'opposition d'ailleurs, par la voix des Zéphirin Diabré, qui l'avait déclaré et dit que, si je ne me trompe pas, que s'il n'y a pas d'audit du fichier électoral, il n'y a pas d'élection. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est une voix, ou du moins, on entend cette réaction ou cette voix. Je crois qu'à l'époque aussi, le président de la CENI avait déjà annoncé qu'ils se sont mis d'accord pour l'audit, que l'audit fait partie naturellement du processus électoral. Mais seulement, en fait, pour cette question d'audit, j'ai eu l'impression en son temps qu'on ne s'était pas accordé sur qui va faire l'audit. Oui. Parce que la CENI dit qu'à l'interne, au niveau national, on pourrait déjà à moindre coût, voilà. Contrairement à ce qu'on va des experts que nous allons partir chercher au niveau de l'Europe ou encore dans d'autres pays pour venir le faire. Je dis, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit moins de réactions, de virulence dans les propos par rapport à cette question d'audit du fichier électoral, et c'est déjà un bon signe, parce que le plus souvent dans les pays où il y a les élections, le contentieux, le plus truc emblématique, c'est au niveau de la transparence du fichier électoral. On a vu à Guinée, on a vu également dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire par le passé. Au Burkina, c'est vrai que cette question n'est pas encore arrivée en tant que telle, avec
Maître Barthélémy Kéré, à l'époque, tout s'était bien passé. Je pense que Newton Ahmed Barry est en train de vouloir relever le même défi, faire de telle sorte que les élections soient faites dans le même jour, connaître les résultats très rapidement et puis que ce soit salué de tous par la classe politique et puis aussi les Burkinabés de façon générale. Mais ce qui est fondamental pour moi, c'est l'inclusion dont vous faites cas, parce que Meki l'a dit tout à l'heure que de plus en plus, on n'entend pas les gens qui étaient opposés à cette élection parce que pour eux, ça n'allait pas se dérouler sur l'ensemble du territoire national. Je dis oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, parce que les conséquences peuvent être encore devant nous dans 1 an, 2 ans, 3 ans, même si on ne le souhaite pas. Et j'ai vu que du côté du gouvernement également, on s'attelle à communiquer, à montrer que ce n'est pas la première fois que des gens ne participeront à des élections, ou du moins on ne peut pas faire voter tout le monde à la fois. Mais j'ai dit, si ça peut être une réalité compte tenu de l'insécurité, mais si ça évolue comme ça, si ce fichier-là évolue jusqu'aux élections municipales en 2021, parce que actuellement on peut considérer que les élections législatives et présidentielles c'est national. Mais les élections municipales sont très fondamentales parce que ça participe du développement local. Alors, si la cartographie reste telle jusqu'en 2021, ça veut dire qu'on a déjà au bas mot 22 communes qui ne vont pas élire de façon convenable des maires. Et peut-être même que le nombre de communes risque d'augmenter. Bon, mais on ne le sait pas. Alors, qui ne vont pas élire des maires. Si des maires ne sont pas élus, vous allez demander à quel partenaire technique et financier d'aller dans ces zones, puisque vous-même, vous avez déjà écarté ces zones sous prétexte que c'est des zones d'insécurité. Donc, naturellement, ça va prendre un coup sur le développement local. Donc, c'est de travailler pour que, d'ici 2021, que toutes les communes soient prises en compte dans ces élections-là, pour ne pas qu'on retrouve des communes. On va voir tout de suite les communes, mais c'est en fait des populations qui en pâtissent, parce que ces populations seront coupées de presque tout ce qui est développement, pour des raisons d'insécurité. Donc, il faut voir la chose à long terme, ou du moins à moyen terme, mais ne tenons pas compte de la situation actuelle pour vouloir faire des textes qui s'adaptent rien qu'à la situation actuelle. Je me demande bien si on va réviser encore le code électoral avant les élections municipales de 2021. Oui, Paul. Je voudrais dire que le commentaire d'Albert montre jusqu'à quel point on ne peut pas aujourd'hui dissocier les élections d'avec la donne sécuritaire. Parce que malheureusement, c'est vrai qu'on est en train de vouloir faire les choses de façon séparée, mais je pense qu'il faut renforcer la sécurité. Non seulement pour ces élections de 2020, mais aussi faire en sorte justement que les 22 communes que nous avons perdues, entre guillemets, soient récupérées avant 2021. Parce qu'il me semble que c'est assez important de pouvoir tenir des élections locales dans ces localités, dans ces 22 communes, pour élire l'exécutif local, permettre effectivement d'amorcer le développement, de poursuivre le développement dans ces communes. Sinon, on aurait complètement donné raison aux terroristes, on aurait perdu une partie du territoire. 22 communes, ce n'est pas rien. Et quand on le dit comme ça, il faut peut-être s'en inquiéter. Comme il a si bien dit, pour l'instant, on ne voit pas l'ampleur parce que le code électoral tel qu'on l'a adopté permet d'extrapoler sur les résultats sur l'ensemble du territoire national, mais il ne pourrait pas en être de même. Quand il va s'agir d'élire des conseils municipaux dans ces 22 communes, je ne sais pas, les populations de ces 22 communes, il y en a qui sont en déplacement et qui sont dans des zones qui ne sont pas leurs communes. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour tenir les élections dans ces conditions et faire en sorte justement qu'il y ait des maires élus dans ces communes-là. Donc c'est une manière de dire quand même qu'il ne faut pas baisser la garde en ce qui concerne la question sécuritaire. Il faut faire en sorte justement que ces 22 communes soient récupérées avant 2021. Je pense que nous avons les capacités de le faire avec les FDS, avec effectivement l'ensemble du pays, pour faire en sorte justement que l'on puisse avoir des élections municipales en 2021 beaucoup plus complètes que celles qui se préparent pour 2020. Et le rapport de l'enquête parlementaire sur la tenue des élections l'a même d'ailleurs relevé. Une des recommandations est de mettre en place un plan de sécurisation du scrutin. Avant, pendant et après, pour que les choses se passent comme il se doit. Et on espère que ce rapport ne va pas rester dans le tiroir, même si on a balayé du revers de la main la proposition de prolonger le mandat des députés. Il y a certaines propositions, comme vous l'avez dit, qui sont assez pertinentes, qui sont contenues justement dans ce rapport-là, qu'il va falloir mettre en œuvre pour la tenue des élections de 2020 et de 2022. Le rapport comportait environ une vingtaine de recommandations et finalement on en a juste prélevé une. Voilà. Parce que c'était... C'est ça qui est intéressant, voilà, la principale. Et peut-être aussi, eux ici, ils ont mal communiqué un peu sur leur affaire. Et Paul, si vous le permettez, Hyacinthe, on va passer au second sujet de débat, notamment les concours directs de la fonction publique au Burkina. Plus de 1 290 142 candidatures pour 4 721 postes à pourvoir. C'est beaucoup et peu à la fois.
C'est désolant, comme constat en tout cas, qu'on ait autant de candidatures pour si peu de postes. Et quand on regarde les chiffres avec l'année passée, on a 1000 postes en moins et 50 000 candidatures en plus. C'est dire que on revient en fait à des fondamentaux de la gouvernance au Burkina. Quelle est la finalité de notre école? Quelle est la finalité de nos formations qu'on dispense à nos enfants? Qu'est-ce qu'on fait comme politique pour absorber ce qu'on forme, ce qu'on éduque? C'est tout ça qui est remis en cause lorsque vous avez des chiffres aussi parlants. Vous avez, pour moi, ça relève en fait de qu'est-ce qu'on fait comme communication aussi autour de l'emploi. Et parce qu'aujourd'hui, si c'est travailler à la fonction publique qui résume l'emploi au Burkina, est toute une problématique aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a tout ça à repenser. Malheureusement, on a l'impression que toutes ces années-là, on n'a fait que mettre du sparadrap sur la plaie du chômage au Burkina et on n'a pas véritablement pensé à la base comment on peut régler cela. Pour certains spécialistes, la question de la formation et la technique professionnelle est plus ou moins l'une des pistes qui peut absorber le gros au Burkina. Mais qu'est-ce qu'on fait comme politique dans ce domaine? Comment on arrive à juguler le flot de personnes qu'on a aujourd'hui? Si on a encore l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel de l'INSD en 2018, on a 35% de la main-d'œuvre disponible qui n'est pas utilisée ou qui est sous-employée. Donc, on a autant de volume de personnes qui, pour moi, doit être une source de cauchemar pour ceux-là dont on parlait tout à l'heure, veulent prétendre à la magistrature suprême, mais même à des députés. Qu'est-ce que vous proposez concrètement comme loi pour pouvoir encadrer leur absorption? Qu'est-ce que tu proposes en tant que candidat à la présidentielle pour régler définitivement à cette question? C'est autant de questions qui sont d'actualité pour moi et qui se reposent avec l'actualité, avec ces candidatures à la fonction publique. Pour moi, si c'est la clé que nous avons échoué sur nos politiques de formation et d'éducation, nous avons échoué sur ce qu'on a inculqué à nos enfants comme élément pour pouvoir travailler demain. C'est-à-dire que tout le monde ne veut pas forcément rentrer à la fonction publique. Qu'est-ce qu'on a fait toutes ces années-là aujourd'hui? On attend une réponse claire de la part de ceux-là qui veulent nous diriger demain. Donc je pense que c'est les éléments et j'espère que tout ce lot de personnes qui sont dans ces couloirs de concours de la fonction publique, même ceux qui n'y sont pas, seront enclins à poser la question à ceux-là qui se présenteront devant eux pour demander leur voix. Parce qu'il ne faut pas seulement encourager des gens qui vont revenir demain avec des nouveaux concepts sans absorber et on continue, le nombre va croître. Aujourd'hui, on va être des millions qui seront en situation de chômage. Donc je pense que c'est les éléments avec, encore une fois, le phénomène d'insécurité, de radicalisation, c'est les éléments qu'il faut traiter pour moi en priorité. Oui, et Albert, quand on prend sur le plan de l'organisation, on voit qu'il y a quand même des innovations qui se font constater ces dernières années et les craintes de fraude et de tricherie également sont prises en compte. Et quelque part, on peut dire que les politiques publiques doivent faire toujours un effort, mais pour ce qui est même de l'activité elle-même, il y a des efforts qui sont déjà faits et appréciables. Oui, les innovations sont nécessaires et ça, on n'y peut rien, c'est la marche du monde actuellement. Vous êtes obligé de vous conformer à cette marche du monde pour pouvoir être également à l'heure. Mais moi, là où ça me dérange un peu, c'est la question de l'employabilité, parce que vous avez donné des chiffres qui sont tout de suite ahurissants, vu le nombre de candidats et le nombre de postes à pourvoir. C'est très élevé. Mais je pense qu'au niveau du gouvernement, il n'y a pas qu'à dire qu'il faut créer des centres de formation professionnelle. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Et pour aller au-delà de ça, c'est quoi? C'est de trouver véritablement des ententes avec les privés aujourd'hui pour que les privés puissent accepter éventuellement prendre des jeunes qui finissent en stage, par exemple, chez eux. Vous avez remarqué que même pour avoir un stage dans une entreprise privée, au Burkina, c'est tout un problème. Une compétition. Il faut connaître quelqu'un. Alors qu'à partir d'un stage, on peut détecter des talents qui sont bons qu'on embauche à la fin du stage. Ou
à l'issue du stage, on peut être inspiré par ce que le manager fait, et puis demain, moi, je me lance dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas mettre aujourd'hui la question, trouver des lois pour dire que les sociétés minières n'ont qu'à employer les jeunes des localités, et on laisse, ça ne devrait pas être, par exemple, pour le secteur minier seulement. Il faut également que ce soit valable à tous les niveaux. Trouver, même s'il faut signer des cahiers de charges. Aujourd'hui, des écoles supérieures à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso ont des partenariats avec des grandes entreprises privées où dès que les étudiants sont en fin de cycle, directement ils partent dans ces écoles, dans ces entreprises pour des stages, et parfois ça débouche sur des emplois. Et donc, je pense qu'il faut le faire. Aujourd'hui, on part, moi je sais qu'à l'époque, quand on était étudiant, on partait à la zone de Kosodo, vous partez même pour souvent chercher du boulot une semaine, mais quand vous voyez le monde, mais c'est presque des étudiants qui sont là, à peine on va leur donner 4500 francs du lundi au vendredi pour travailler. Mais là même c'est tout un problème, c'est le calvaire, il faut aller à 3h du matin, à 4h du matin pour faire le rang et puis espérer dans le jeu de hasard qu'on puisse tirer votre nom. Hein? Et quand le SND aujourd'hui, le Service national du développement, lance le recrutement, vous avez des milliers de jeunes qui dorment devant le portail ou devant la cour du Service national du développement, juste pour se faire tirer et bénéficier de 12 mois de travail, ou de 10 mois de travail dans un service quelque part où ils passent le temps à aller acheter du Nescafé ou de la cigarette, comme on le dit le plus souvent. Donc, il y a une envie véritablement de ces jeunes-là à trouver de l'emploi, et je pense que le gouvernement devrait avoir la formule pour trouver vraiment une concertation importante entre le secteur privé et les universités publiques pour que ces étudiants qui finissent peut-être en droit ou en économie puissent avoir des stages facilement et puis espérer entreprendre aussi, quoi. Oui. Et développer aussi des centres de formation professionnelle autour de nos zones, le pôle de croissance comme Samadeni, et puis on a Bagré Pôle. Il faut développer véritablement des centres pour que des gens qui vont voir des exemples de livreurs là-bas ou des exemples d'agriculteurs jeunes là-bas puissent au moins se dire que moi je veux plutôt m'orienter dans ce secteur que de créer des pôles de croissance où on attend beaucoup plus des gens qui viennent cultiver de façon rudimentaire et puis récolter, on va dire, encore un peu des recettes qui ne sont pas vraiment à la hauteur de la tâche. Voilà. Oui, et Paul, quelqu'un s'est amusé à faire un petit calcul, le 1 300 000 candidats à peu près pour les 4 500 postes, et chaque candidat a au moins une chance sur 300 d'être admis. Une chance sur 300. Je pense que c'est un ratio qui est en train d'évoluer d'année en année, parce qu'il faut s'inquiéter effectivement de ce nombre assez élevé de candidatures qui frappent à la porte de la fonction publique. Et je crois que les dirigeants doivent prendre ça comme étant le baromètre du chômage au Burkina. C'est extrêmement inquiétant de mon point de vue, parce que plus les années passent, plus ce ratio augmente. Aujourd'hui, vous parlez d'un poste, d'un candidat pour 300 000, 300 000, un candidat pour 300 000 postes éventuellement. Non, le contraire, 300 candidats pour un poste environ. Et je crois que c'est assez inquiétant. Et je pense qu'il faut accuser d'abord le système éducatif que nous avons. Voyez-vous, depuis plusieurs années, on a le même système éducatif qui continue de fonctionner de façon très mécanique, comme une machine que l'on a branchée, qui recrute, qui forme et qui jette au chômage, qui recrute, qui forme et qui jette au chômage chaque année. On n'a pas eu l'idée de réfléchir de façon profonde sur les réformes qu'il faut apporter au système éducatif. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue tellement vite, si bien qu'il y a même certaines professions qui sont en train de disparaître. Il y a certaines professions qui n'existent plus et le système éducatif est resté figé. Donc je pense qu'il va falloir réfléchir profondément. C'est vrai que ces dernières années, on a fait l'effort de multiplier le nombre d'écoles scientifiques, le nombre d'écoles professionnelles, pour faire en sorte justement qu'il y ait beaucoup de formations, beaucoup d'élèves formés dans les métiers techniques, mais ce n'est pas encore suffisant. On a des milliers de lycées qui font de l'enseignement général. On continue jusqu'aujourd'hui à enseigner des matières qui sont strictement inutiles pour les élèves. Aujourd'hui, moi, j'ai le grand regret de constater que j'ai pris mon temps, passé beaucoup de temps à étudier des rocs magmatiques, à étudier les Alpes en Europe, à faire en tout cas certaines études qui n'ont rien à voir effectivement avec le monde du travail aujourd'hui. Mais le plus grand regret, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a certains élèves qui continuent justement à faire ces mêmes études, à étudier l'allemand, à étudier l'espagnol, etc., tout en sachant que ça ne va pas aboutir à quelque chose. Et le système devient beaucoup plus compliqué quand on arrive à l'université avec les questions d'orientation. Les élèves qui gagnent le baccalauréat, ils sont assez contents, ils ne sont pas très souvent encadrés dans le choix des filières de formation. Et on a l'impression effectivement qu'au niveau des universités, surtout publiques, on fait les orientations comme on peut. Quand il y a un contingent, on le déverse dans certaines filières, tout en sachant que 3 000, 4 000 étudiants en droit
on n'en aura pas besoin dans la fonction publique, encore moins dans le privé. Idem pour l'économie, mais on les oriente comme ça, comme si c'était un dépotoir, tout en sachant que ça ne va pas répondre effectivement à un besoin réel d'emploi sur le marché. Donc il va falloir à un moment donné courageusement réfléchir sur le système éducatif. Le deuxième élément, effectivement, après le système éducatif, c'est de voir comment est-ce qu'on peut promouvoir l'auto-emploi. Parce que malheureusement, beaucoup de jeunes qui vont à l'école, qui finissent à l'université, n'ont de rêve que de frapper à la porte de la fonction publique qui se présente aujourd'hui comme une forme de parapluie sous lequel on rentre et on est couvert jusqu'à la retraite. C'est vrai, c'est le cas, mais bon, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, les chiffres sont en train de montrer que la fonction publique est en train de se refermer de plus en plus en termes donc d'opportunités d'emploi, et il va falloir à un moment donné, effectivement, ouvrir d'autres opportunités. Quand on regarde un peu les programmes politiques des candidats à la présidentielle, je prends l'exemple du programme du candidat 2015, Roch Marc Christian Kaboré, aujourd'hui chef de l'État. Tout était beau en termes donc d'employabilité des jeunes, en termes de création d'emplois au bout de 5 ans. Mais aujourd'hui, on ne voit rien concrètement. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement, mais je pense qu'il faut réfléchir. Aujourd'hui, tout le système se repose, toute la problématique se repose de mon point de vue sur le système éducatif. Il faut avoir le courage d'avoir les états généraux de l'éducation, faire des réformes très profondes, faire une rupture nette, parce que l'école c'est bien et pour aller apprendre, mais je pense qu'il faut, ça serait mieux pour sortir avec un métier que l'on a appris. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est l'enseignement général à outrance depuis le CP1 jusqu'à l'université. On est toujours dans ça et on s'étonne de voir qu'on n'arrive pas donc à joindre les deux bouts en termes d'employabilité des jeunes. Alors, il faut... Albert aussi parlait un peu de l'impulsion du secteur privé. Est-ce qu'il ne faut pas aussi que les gens voient un peu dans ce sens Oui, non, c'est une très bonne idée, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la fonction publique, c'est vrai, quand on sort les chiffres, vous vous rendrez compte que la fonction publique emploie environ 1% de l'ensemble des travailleurs de Burkina. Les 99% se trouvent dans le privé. Donc il y a le privé effectivement qui absorbe des gens, mais le privé qui se trouve très mal accompagné, et le privé quelquefois aussi qui a des difficultés pour justement élargir ses possibilités d'emploi des jeunes. Je pense qu'il faut orienter la réflexion là. Mais quand je parle effectivement de l'employabilité, c'est aussi booster la fonction privée. Il faut faire en sorte que des entreprises soient créées. On n'en a pas suffisamment alors qu'on a pas mal d'opportunités dans notre pays. Donc si les jeunes s'intéressent à la création par eux-mêmes d'entreprises, ça c'est déjà un pan. Et si les entreprises déjà existantes avaient une politique d'embauche des jeunes, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce qui se fait le plus souvent, ce sont des stages à n'en pas fini ou également le sous-emploi. Ça, c'est aussi un phénomène sur lequel il faut donc se pencher à un moment donné. Quelqu'un qui est là dans un emploi, en entendant, chaque année, il frappe à la fonction publique, mais il revient s'asseoir dans ce même emploi qui ne lui permet pas de joindre les deux bouts, mais il est là. C'est quelqu'un qui n'est pas un chômeur, il n'est pas un travailleur non plus. Il y a également ce phénomène-là sur lequel il va falloir se pencher de mon point de vue. Donc, aider les entreprises à multiplier les opportunités d'emploi, c'est quelque chose qu'il faut explorer. Oui, et réaction Albert? Alors, en fait, je veux dire, pour la création des entreprises par les jeunes, c'est une bonne idée, mais moi je dis, je suis pas trop... Ça, je le dis, si le ministre de l'économie et des finances est en train de regarder cette émission, je me dis qu'il faut revoir la manière, parce qu'aujourd'hui, ça n'encourage pas du tout. Vous n'allez pas croiser un jeune aujourd'hui qui arrive à créer une entreprise et résister vraiment 5 ans. Il faut être fort mentalement et puis il faut être courageux parce que les conditions fiscales aujourd'hui ne vous permettent pas. Si on veut, on peut aller dans des pays comme le Sénégal où les 5 premières années, quand vous créez votre entreprise, surtout pour les jeunes, les startups, les conditions sont très flexibles. Mais aujourd'hui, vous êtes jeune, vous lancez dans une entreprise, on vous dit qu'avec 0 francs, on peut créer une entreprise. Mais c'est faux. Quand vous allez commencer à remplir les conditions fiscales, vous allez comprendre que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, sur ce point, j'ai dit par exemple que le gouvernement burkinabé devrait revoir, même s'il faut exempter par exemple les jeunes. Et c'est l'occasion d'ailleurs, quand on dit aujourd'hui, vu le même élevé le niveau de concours, il faut penser à tout ça, au niveau fiscal également, les conditions, comment on aide à ces jeunes-là qui ont un certain âge de pouvoir avoir véritablement des flexibilités jusqu'à un certain moment. Parce que quand on regarde le ratio aussi de création d'entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent en une année, mais il y a beaucoup d'entreprises aussi qui meurent dès la création ou 2 ans après la création. Est-ce qu'on s'est posé la question? C'est parce que le créateur, il n'a pas un bon projet ou il a été confronté à des difficultés peut-être liées un peu aux conditions, à l'environnement de l'entrepreneuriat au Burkina Faso. Mais je pense que il faut le voir pour donner véritablement des moyens très flexibles à ces jeunes-là qui veulent entreprendre. On peut même donner une fourchette d'âge, on peut même les accompagner peut-être 1 ou 2 ans. Sinon, actuellement, de la manière les conditions sont, moi, je ne vais pas quand même dire que le gouvernement dit qu'il fait de son mieux, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Oui. Maintenant, l'autre condition aussi pour la formation et l'emploi, il faut remarquer, Fousseni,
Généralement, ceux qui vont payer 500 000, 600 000 dans les écoles supérieures pour faire des formations, ils sont très prêts à aller faire le concours de la fonction publique. Ça les intéresse pas. Alors que les écoles supérieures, ça marche. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un bon business. Chaque année, vous voyez les effectifs qui s'élèvent. C'est-à-dire beaucoup sont en train d'envoyer les enfants dans ces écoles supérieures. Quand ils font des études là-bas, et dans leur tête, je vais devenir ingénieur informatique, je vais devenir architecte, je vais devenir peut-être... Ces jeunes-là, le discours de ces jeunes dans ces écoles-là, c'est différent du discours des jeunes qui sont dans les universités de Kizerbo ou encore à, je ne sais pas moi, à l'université Zongo. Ils n'ont pas le même discours. Vous prenez quelqu'un qui est en première année d'économie dans une école supérieure privée et quelqu'un qui est en première année d'économie à l'université Joseph Kizerbo, ils n'ont pas le même rêve. Ça veut dire qu'il y a normalement, il y a un problème de process qui est là déjà. Lui, il est pressé plutôt un jour à être recruté dans une institution financière au niveau international ou bien être recruté dans une institution financière au niveau national. Donc, tout de suite, on arrive même à diagnostiquer le problème. Mais comment on résout le problème? Pourquoi les mêmes élèves qui ont fait le même lycée provincial ou bien le même Zenda, ils ont le bac même année, lui, il a la chance d'aller dans une école supérieure privée, et il fait SEC, peut-être économie, et l'autre va à l'université de Kizerbo, mais il ne parle plus le même langage. Pourquoi? Et parfois, son rêve se réalise aussi. Donc, c'est aussi peut-être aux enfants de Guama, comme on a l'habitude de le dire, de réorienter très vite leurs rêves pour ne pas aussi se laisser aller dans l'euphorie du bac. On a eu le bac, peu importe, on va aller à l'université, on veut faire quelle filière, mais on ne se pose pas la question, dans 3 à 4 ans, qu'est-ce que ça peut me permettre de devenir? Oui. Paul, certainement, on va passer au troisième sujet très rapidement, parce que le sujet sur les concours, c'est très intéressant. On aura certainement l'occasion de revenir là-dessus. Le troisième sujet, c'est un réseau de cyber-escrocs qui a été appréhendé. Et en fait, c'est suite à des plaintes à la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Et ce sont des jeunes qui ont entre 17 et 21 ans, toujours des jeunes peut-être désœuvrés. Ils sont pour la plupart étudiants et élèves. Alors, je crois que c'est très inquiétant quand on a vu effectivement la sortie médiatique des policiers de la brigade anticriminalité. Ce qui a le plus marqué, c'est l'âge de ces jeunes-là, avec l'ingéniosité avec laquelle ils ont réussi à extorquer de l'argent auprès de personnes. Et puis le mode opératoire qui est pratiquement un appât, des marchandises qui sont proposées en vente en ligne avec des prix imbattables qui défient toute concurrence, comme on l'a dit. Ça intéresse le grand public qui malheureusement court très vite et tombe dans le piège. Alors on parlait tantôt de la question du chômage et on parlait aussi du fait qu'il y a une certaine évolution dans le monde dont il faut tenir compte. Mais je crois d'ailleurs que ces jeunes aussi l'ont compris, et très bien compris. Ils ont développé effectivement certaines manières également liées aux nouvelles techniques de l'information et de la communication et pour arnaquer. Donc je pense qu'il faut déjà féliciter la vigilance des policiers qui ont réussi à mettre la main sur ces réseaux-là. Dieu seul sait combien il y en a de réseaux pareils qui continuent justement à écumer les uns et les autres. Ça montre aussi le niveau assez élevé de la délinquance dans notre pays, la cybercriminalité. On a l'impression, quand on en parle, que ça vient d'ailleurs. Il s'agira toujours de personnes étrangères qui pratiquent cela. Mais bon, voici un exemple terre à terre qui montre quand même que des gens qui sont tapis dans la périphérie de Ouagadougou, au quartier, dans la commune de Samba, qui se permettent effectivement, au détour d'un ordinateur ou d'un smartphone, de travailler comme ça, de monter leur entreprise fictive et frauduleuse pour arnaquer les gens. En même temps qu'il faut féliciter la vigilance des policiers, il faut également interpeller tous les Burkinabés, notamment ceux qui aiment les gains faciles, à éviter effectivement de tomber dans les pièges de ces gens-là. Et je crois d'ailleurs qu'il y a un travail à faire en matière donc, de recherche, d'enquête en matière de cybercriminalité. Je pense que le Burkina est en train de se lancer dans ça, étant donné qu'on a de plus en plus de pôles spécialisés dans le domaine. Je crois d'ailleurs que la police, la gendarmerie, les forces de l'ordre devaient s'orienter vers cela parce qu'il y a quand même beaucoup de rats dans ce domaine-là qui continuent d'écumer, qui continuent effectivement d'escroquer de notre citoyen. La vigilance est recommandée, la police devrait continuer effectivement son travail pour décourager toutes ces personnes-là qui sont un peu tapis dans l'ombre et qui font cette pratique-là. Moi, je suis quand même attristé et par l'âge très jeune de ces enfants pratiquement qui ont été pris dans ce piège-là. Cette intelligence qu'ils ont, ils auraient pu l'utiliser pour d'autres choses, en tout cas, qui leur auraient permis de gagner dignement leur vie plutôt que de se mettre à faire cette basse besogne. Oui, Hyacinthe, là aussi, il faut peut-être que nous aussi, toute raison gardée, on sache aussi savoir comment utiliser les réseaux sociaux, les technologies de l'information
et de la communication. Mais ça revient au débat qu'on menait tout à l'heure sur l'éducation. Combien de bacheliers aujourd'hui savent manipuler un ordinateur? Quel est le taux d'accès à ces outils-là? Et aujourd'hui, pendant que l'on parle, il y a quelqu'un qui est en train de découvrir Facebook ou WhatsApp. Lui, il est une potentielle victime de ces personnes-là. Encore que même ceux-là qui sont plus ou moins aguerris en griffe, parce qu'ils n'ont pas forcément une formation là-dessus, mais qui sont plus ou moins habitués à ces réseaux sociaux, à ces outils numériques, là, sont enclins à être arnaqués. C'est des outils, comme on a dit pour le cas de ces 4 jeunes hommes. Je pense que très vite, vous pouvez être arnaqué dans ce cas. Ils proposent des articles qui existent en vrai, puisqu'ils prennent la photo sur d'autres commerces, et à des prix imbattables. Aujourd'hui, il y aura des personnes qui vont vouloir acheter en tout cas l'article le plus cher. Donc, vous allez faire une transaction avec les opérations de téléphonie mobile, vous allez envoyer de l'argent et vous allez vous rendre compte que, en fait, la page qui est créée, ils ont créé près de 8 pages, 8 différentes pages sur Facebook. La page qui est créée est une fausse page. Ça, c'est trop tard, votre argent est parti. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Ça, c'est l'autre aspect aussi de la cybercriminalité. Chaque jour que Dieu fait, les cybercriminels ont de nouvelles astuces, ont de nouveaux codes pour piéger les citoyens. Ça, c'est une réalité. Je pense que c'est à cela que les pôles de lutte contre la cybercriminalité de la police et de la gendarmerie doivent également améliorer les outils, à chaque fois être à la pointe de ces différentes pratiques-là. Mais une autre chose sûre, c'est qu'on a un taux très très faible d'accès au numérique d'une manière générale au Burkina, d'éducation, que ce soit pour ceux qui sont passés par le circuit classique de formation ou d'école, à ces différents outils-là, qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas d'abord le BABA pour y accéder, ils y accèdent tout seuls, en apprenant sur le tas, et très vite, ils n'ont pas donc les outils de cybersécurité, les réflexes de cybersécurité pour se permettre donc de ne pas être piégés dans certaines choses, dans certaines pratiques. Je pense que c'est en cela que aussi ce genre d'actualité doivent être interpellés, et que ce soit le gouvernement et que ce soit les citoyens. Je pense qu'il ne faut pas se dire que non, ceux-là qui ont été piégés ont la part du gain facile ou sont enclins à être piégés. Je pense que ça peut arriver à tout le monde. C'est d'avoir ce réflexe de cybersécurité et d'avoir ce réflexe également de se faire former en cybersécurité. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore accès, et malheureusement ils sont nombreux, n'ont pas encore accès à ces outils-là, c'est d'avoir déjà cette formation et d'avoir cette formation et en initiation à ces outils et en cybersécurité pour permettre d'avoir un flot de personnes qui ont ces réflexes déjà. Bien sûr, ça ne va pas amener au risque zéro d'arnaque, mais ça va réduire en tout cas les méfaits, parce qu'après ces différences, on a avec de plus en plus le développement du phénomène à caractère sexuel sur ces réseaux sociaux-là, il y a des vies qui sont détruites derrière ces différentes arnaques. Donc je pense que, en tout cas, le problème doit être pris au niveau des deux niveaux. Oui, il faut faire peut-être comme nous, de la vieille école. Quand on veut payer quelque chose, on va à la boutique, on dit c'est ça, on veut. Oui, Albert. Ça dépend de la chose que vous voulez, si elle est disponible à Ouagadougou. Ce qui est déplorable, c'est que c'est une nouvelle forme de violence ou de délinquance qu'on vient de découvrir encore chez ces jeunes, surtout élèves et étudiants. On connaissait déjà la consommation de l'alcool, la drogue et puis peut-être la prostitution qui s'est développée déjà ces dernières années. On en a vu des reportages et aujourd'hui c'est maintenant la cybercriminalité qui se développe dans ces écoles-là. C'est dommage. Et encore la filière sur laquelle ils sont en train de jouer, c'est la filière qui est en vogue aujourd'hui, l'achat en ligne des produits. Donc ça veut dire qu'ils ont quitté le système où avant c'était les téléphonies mobiles, on vous arnaquait, on vous escroquait les derniers billets qui vous restaient dans vos comptes, ou les brouteurs comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment cette nouvelle filière des achats en ligne, ils ont attaqué. Mais moi, je pense que le problème aussi, c'est que le gouvernement prenne les choses très rapidement en main, parce qu'il ne faut pas attendre 10-15 ans en arrière avant d'essayer d'intégrer la question des réseaux sociaux dans nos formations. Même s'il faut organiser ne serait-ce que des séminaires ou des conférences publiques de façon spontanée pour enseigner les enfants. Parce que quand vous avez aujourd'hui un jeune dans la famille qui maîtrise bien les réseaux sociaux, il sauve parfois toute la famille, parce que c'est lui qui montre souvent au papa ou à la maman ou bien aux autres comment on manipule, ou il faut éviter ça. Oui, sur voilà, tout à fait. Donc moi je pense qu'il y a nécessité de mettre l'accent très rapidement sur ces élèves-là aujourd'hui pour leur montrer le bon usage de ces réseaux sociaux, comment ils peuvent retrouver des cours ou des exercices à travers ces réseaux sociaux, bien se développer, trouver des opportunités, ou encore qu'est-ce qu'il faut éviter comme pratiques qui ne sont pas du tout intéressantes. On l'a déjà répété plusieurs fois, parce que même les terroristes
également travaillent sur ces réseaux sociaux et ils arrivent beaucoup à appâter la jeunesse dans souvent leur mode de recrutement. Et c'est nécessaire, je crois que c'est l'heure où le gouvernement doit réagir vite. Si on peut débloquer des fonds très rapidement pour secourir des situations données, il faut pencher également à des lignes, à des moyens pour intégrer ce système-là dans les enseignements. On a des jeunes aujourd'hui qui sont très bien outillés, ça peut être des occasions également pour eux aussi de se faire un peu de sous, comme on le dit, pour ne pas faire le rang dans le concours direct. Oui, Jacinthe. Il faut intégrer aussi la donne que ceux-là qui ont accès à l'outil numérique ne sont pas forcément ceux-là qui sont dans le circuit classique, scolaire et autres. Il y a des gens qui ont aujourd'hui, qu'on peut qualifier plus ou moins d'illettrés, mais qui ont accès à ces outils-là et qui, pour moi, doivent être également formés sur les pièges et les risques éventuels. Vous avez par exemple WhatsApp qui est très utilisé dans certains milieux informels, des personnes qui ne sont pas enclins à faire l'école. Donc il faut leur montrer quels sont les pièges à éviter. Si c'est il faut trouver en tout cas les canaux pour les sensibiliser. Je pense que ça, en les multipliant les différents canaux, il a donné des exemples de canaux et axé aussi sur ce groupe de personnes-là pour permettre de réduire en tout cas la vulnérabilité. D'autres un métier où d'autres gagnent leur pain. C'est pas forcément des gens qui sont allés à l'école, mais oui, c'est des métiers encore qu'on peut développer ou encadrer. Oui, Paul. Non, oui, je voudrais dire que Yacinthe a raison parce que je pense que notre salut viendra justement de la formation, l'éducation aux médias sociaux, au grand public, mais ça va être assez compliqué de pouvoir le faire facilement. Mais l'autre aspect aussi, c'est qu'il faut encourager la police qui a réussi à mettre la main sur ces jeunes-là, de multiplier ces genres de conférences de presse, parce qu'une chose était de mettre la main sur eux. Il semble que la brigade n'existe qu'environ 7 mois. Quelques mois seulement que ça a été mois. créé. Je pense d'ailleurs que les journalistes ont découvert à cette occasion pour la première fois leurs nouvelles installations. Et je crois qu'il faut effectivement continuer à rendre public ces genres d'actions, parce que ce qui a été montré il y a quelques jours, je pense d'ailleurs que ce n'est que la partie visible d'un iceberg peut-être impressionnant. Alors, qu'est-ce qui se passe en dessous? Combien sont-ils ces réseaux qui continuent justement de monter des projets frauduleux pour escroquer les gens? Je crois d'ailleurs qu'en multipliant les conférences de presse de cette nature, chacun va faire attention, évidemment, sur ces envois d'argent pour des achats d'articles qu'ils n'ont pas vu forcément, et puis savoir effectivement que tout ce qui se passe comme achat en ligne, ce n'est pas du tout correct, parce qu'il peut y avoir effectivement ces escrocs-là. Et les gens feront désormais attention. Et si les gens sont suffisamment éduqués, et s'ils font désormais attention, je pense que ces cyber-escrocs vont peut-être mourir de leur belle mort. Mais en attendant, il y a un gros travail à faire en matière d'éducation et en matière effectivement de poursuite de ces délinquants-là. Et je crois que cette nouvelle brigade devrait donc continuer son action. Et certainement que ces policiers ont été bien formés pour cela. Il faut effectivement agrandir peut-être ce pool-là pour faire en sorte justement que tous ces cyber-escrocs soient débusqués. Voilà. On s'arrête là pour ce sujet. Certainement qu'on entendra parler de cette brigade les jours et mois à venir, parce que la cybercriminalité ne fait que croître chaque jour que Dieu fait. Les gens découvrent de nouvelles techniques. On va aborder le dernier sujet de débat ce matin, Albert Nagrego. C'est la Côte d'Ivoire, où Guillaume Soro qui appelle l'opposition à une alliance, notamment les bons comme l'ancien président Laurent Gbagbo ou Henri Konan Bédié. Il souhaite qu'ils puissent se mettre ensemble pour obtenir l'organisation d'élections libres et transparentes, mais aussi faire barrage à un troisième mandat du candidat Alassane Ouattara. Est-ce que pour vous, c'est réaliste, c'est réalisable? Non, pour moi, on est à moins de 45 jours des élections en Côte d'Ivoire et je vois très mal comment ça peut prospérer cette initiative de façon pacifique. Peut-être que par d'autres moyens qui ne sont pas conventionnels ou qui ne sont pas légaux, je n'en disconviens pas. Mais si c'est pour utiliser peut-être les canaux que nous connaissons d'habitude, que ce soit canaux judiciaires ou encore que ce soit également constituer l'opposition autour d'une union, je crois que c'est compliqué. La seule chose actuellement, c'est de véritablement mener la sensibilisation, si ces adversaires veulent bien, mener la sensibilisation pour que le vote au niveau des urnes soit véritablement un vote qui sanctionne le président Alassane Ouattara. Un peu comme au Sénégal, tout à fait, où c'est incontestable les résultats, où c'est clair, c'est net, et là, il n'y a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'opposition peut se réjouir d'avoir quand même des candidats qui ont été retenus comme Henri Konan Bédié, qui a quand même
le niveau, je veux dire, qui peut faire face à Alassane Ouattara. Il a l'étoffe même s'il est un papy. Tout à fait. Il y a une forte chance qu'en cas de second tour, il y ait des alliés comme Afi N'Guessan ou encore comme Kakabe, parce que je ne suis pas très sûr que dans un second tour, Afi N'Guessan et puis Kakabe vont soutenir Alassane Ouattara. Donc dans ce cas, je pense que sur le jeu déjà, probablement, il y a une forte chance pour Bédié et les autres. Maintenant, c'est de travailler peut-être Soro et Babo sur leur réseau pour mobiliser davantage les électeurs à faire bloc derrière ces candidats. Parce que là, je ne vois vraiment pas une chance encore. C'est vrai que la Cour africaine des droits de l'homme a donné son verdict plusieurs fois en faveur de Guillaume Soro, mais ce verdict aussi reste verdict parce que quand on écoute les experts, ils vous diront que cette Cour n'a pas de force pour pouvoir exercer, pour faire exécuter, par exemple, la décision en Côte d'Ivoire. Elle ne peut que rendre son rapport après à la Commission de l'Union africaine. Peut-être les chefs d'État qui veulent bien peuvent exercer des sanctions économiques ou autres sur la Côte d'Ivoire, mais vu également la force de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la puissance de la Côte d'Ivoire en termes économiques ou en termes géostratégiques, c'est pas évident qu'un État puisse faire contraindre la Côte d'Ivoire. La seule chose qui vaille, ça veut dire que c'est bon pour le moral, pour les requérants, c'est bon aux yeux de la communauté internationale parce qu'ils diront que les tribunaux hors du pays ont donné clairement raison à tel candidat ou tel candidat, mais je pense qu'Alassane Ouattara ne va pas s'intéresser véritablement à cette décision de juridiction internationale. Oui, Hyacinthe, il semble que Arikuna Bédié est d'accord pour cette alliance de l'opposition de barrer la route à Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Mais vous, comment vous voyez les chances d'aboutissement d'une telle alliance? Alors, déjà, je pense que l'option est claire, ce n'est pas de travailler de façon classique, c'est véritablement faire barrage. Et je pense que j'ai bien aimé lors de la conférence de presse de Guillaume Soro, les journalistes ont tenu à le faire répéter par 3 fois la fameuse phrase pour ce qu'il s'explique. S'il y a élection, c'est que nous sommes candidats. Alors, c'est clair que s'ils ne sont pas candidats, ils vont tout faire pour qu'il n'y ait pas élection. Alors, aujourd'hui, le mot unité d'action revient dans la bouche de Guillaume Soro, dans la bouche d'Arikuna Bédié qui reçoit aujourd'hui l'opposition, des partis d'opposition et des syndicats pour en discuter, dans également la bouche de Simone Gbagbo. Aujourd'hui, donc, si ces 3 pans de l'opposition ivoirienne sont unanimes sur une chose, c'est de faire cette unité d'action pour barrer la route à un troisième mandat d'Alassane Ouattara. Je pense qu'il y a matière à bien observer la suite des événements. Bien sûr, un monsieur comme Guillaume Soro n'est pas à balayer du revers de la main lorsqu'il tient certains propos. On connaît sa capacité de mobilisation, pour ne pas dire sa capacité de nuisance en Côte d'Ivoire. On a vu un peu avec les phénomènes des mutineries dont la paternité était pour la plupart imputée. Donc on a vu un peu son influence aussi sur une partie de l'armée ivoirienne. Donc aujourd'hui, je pense que il faut bien observer les choses. Moi, ce qui me chiffonne, c'est l'option prise par le camp de Alassane Ouattara de faire également des meetings. On a vu le meeting de Pogo avec Ahmed Bakayoko, qui n'est pas sans rappeler ici les fameux meetings recto verso avec Intercalaire, qui pour moi n'ont jamais abouti à quelque chose. Il faut travailler aujourd'hui, c'est encore possible, à avoir un dialogue politique franc. Et donc pour vous, Hyacinthe, il faut craindre peut-être qu'on utilise des moyens illégaux. Bien sûr, que ce soit par la rue, que ce soit par autre option, je pense que ça n'arrange pas ni la Côte d'Ivoire, ni la sous-région, ni Alassane Ouattara. Je pense qu'aujourd'hui, il est encore temps de travailler à un certain dialogue politique parce que les différentes parties veulent être le plus, pour l'heure en tout cas, seulement candidats. Donc on peut travailler à plus ou moins revoir cette question de candidature. On peut véritablement, pour moi, dialoguer entre les différentes parties. C'est la clé pacifique, la clé apaisée en tout cas de sortie de crise à cette situation en Côte d'Ivoire. Sinon, on brise des conflits dans les rues. On a vu déjà des morts dans des exactions et Dieu seul sait jusqu'où ça peut aller si cette opposition se coalise et se mobilise et quelle est sa capacité donc d'action pour contrer le troisième mandat de Alassane Ouattara. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est dans l'intérêt de Alassane Ouattara d'ouvrir le dialogue. Oui, et Paul. Oui. Alors, je pense que, comme Hyacinthe l'a dit, évidemment, toutes les options sont encore possibles en Côte d'Ivoire. Mais moi, je reste toujours sur une position qui est celle qu'il
il est toujours possible de suspendre ce processus électoral de tous les dangers en Côte d'Ivoire. Et puis, conformément à ce qu'avait proposé le président Emmanuel Macron de la France, de suspendre tout et de revoir en tout cas les choses. Parce qu'on est en train de courir encore tout droit vers une crise électorale dans ce pays qui a suffisamment souffert de la crise électorale de 2010. Et malheureusement, c'est ça, comme Hyacinthe l'a dit, on a toujours la possibilité d'utiliser tous les moyens illégaux et pour faire barrage à la candidature du président Ouattara, qui est une candidature contestée jusqu'à un certain niveau au-delà de la Côte d'Ivoire. Je crois d'ailleurs que quand on écoute les différents opposants, Guillaume Soro et les partisans de Laurent Gbagbo, ils sont également prêts, au-delà justement de cette unité demandée au sein de l'opposition pour faire barrage à sa candidature. Et je crois qu'il faut craindre effectivement le retour des vieux démons, c'est-à-dire les manifestations de rue, les contestations en n'en pas fini. Je me demande. Les manifestations de rue, on y est déjà. Oui, on y est déjà, mais ça peut dégénérer les prochaines semaines parce que il y a eu déjà certainement des cas de victimes, mais il peut en avoir un peu plus parce qu'on sait effectivement comment les choses se passent. Voilà, déjà. On peut craindre effectivement le pire à venir parce que c'est un pays qui a connu, rappelez-vous, 3000 morts lors de la crise post-électorale de 2010. Mais bon, on a malheureusement le sentiment que le président Ouattara et ses partisans sont en train d'évoluer tête baissée. Et ça, c'est à ne rien comprendre dans cette attitude-là. Même si, selon les informations, en tout cas, si c'est fondé, la France n'est pas favorable à ce troisième mandat du président Ouattara, puisque c'est de son côté que l'on jette tous les regards à un moment donné. Et ce matin, j'ai écouté Guillaume Soro, justement sur la BBC, qui disait effectivement qu'il faut donner toutes les chances au dialogue à l'étape actuelle de la chose. Et quand on parle de dialogue, y compris effectivement un report du processus électoral, une suspension d'ailleurs du processus électoral pour permettre à toutes les tendances de pouvoir participer à ces élections. Et parce que quand on écoute effectivement son discours, ce n'est pas du tout rassembleur. Quand on sait effectivement qu'il s'agit là d'un chef de guerre, un ancien chef de guerre, disons-le ainsi, et qui est en train donc de s'exprimer. Donc il est à craindre effectivement pour la paix sociale, la stabilité en Côte d'Ivoire. Je pense qu'à l'étape actuelle, c'est vrai qu'on l'a dit, Albert l'a rappelé, on est à moins de 45 jours des élections, mais c'est assez suffisant également pour faire machine arrière et puis reprendre les choses de façon très correcte pour éviter justement de retomber dans cette crise-là. Oui, je sais qu'il n'est pas d'accord parce que c'est une machine qui est en marche, mais je crois d'ailleurs qu'il faut penser à l'intérieur supérieur de ce pays-là. Parce que tout le monde convient aujourd'hui, on est en train de parler, on fera le bilan demain des cadavres, malheureusement. En fait, je veux dire, Miki, on peut encore suspendre le processus si Alassane Ouattara sait que j'organise des élections pour accepter les résultats, peu importe les résultats. Mais à cet lieu, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que dans l'esprit du président Alassane Ouattara, j'organise les élections pour être réélu. C'est des questions de formalité. Donc, il n'y a pas de raison de soupçon. Aujourd'hui, sa seule force, c'est de travailler à amoindrir la crise préélectorale pour arriver aux élections. Maintenant, la crise qui va suivre les élections, dans tous les cas, les juridictions l'auront confirmé déjà. À l'étape actuelle, on ne peut rien faire pour arriver les vies humaines. Voilà. Aujourd'hui, son travail, c'est de travailler à amoindrir les violences préélectorales, comme on le dit, et pour pouvoir donner à l'esprit des gens que ça va, on maîtrise la situation. On va aux élections. Hier, j'ai suivi un évêque, un homme religieux qui a fait un discours et qui disait que la Côte d'Ivoire ne va pas sombrer. J'ai vu un peu sur les réseaux sociaux les gens qui applaudissaient, contrairement à ce que le cardinal Cousteau avait dit, qui trouvait que voici l'homme de Dieu, c'est l'homme qui donne l'espoir, c'est vraiment l'homme de paix, nanani, nanana. Voilà. Donc pour moi, dans l'esprit d'Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est pas pour organiser les élections pour perdre. Donc, on peut interrompre le processus dans l'espoir que je vais accepter les résultats, peu importe. Et donc, j'interromps le processus, je fais appel aux autres, on va aux urnes. Si Soro gagne, il prend le pouvoir. Si Gbagbo gagne, il prend le pouvoir. Mais quand on regarde même le dossier de Gbagbo, il y a problème parce que là, le Conseil constitutionnel vous dit que celui qui a signé n'avait pas mandat pour signer, encore moins une procuration de Laurent Gbagbo. C'est comme si il y avait des éléments relevés. Bon, c'est pas forcément parole d'évangile, mais c'est comme si aussi il y avait de l'intention, c'est fait à dessein, pour peut-être dire que j'ai déposé ma candidature, mais ça n'a pas été accepté. Oui, et on voit également comment peut-être arriver à pouvoir surmonter cette crise de confiance, même au sein de l'opposition ivoirienne qui appelle à une certaine alliance. C'est Pétier aussi, je pense. On parle beaucoup de Soro, mais Pétier, qui est lui-même candidat aujourd'hui, n'a pas encore clarifié sa position. Est-ce qu'il va suivre le processus, est-ce qu'il va, comme le dit Albert, ça dit suivre ce processus-là des 45 jusqu'aux élections, ou il va à un moment donné se retirer lui-même pour être fidèle à la volonté d'une fédération. C'est tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est une victoire d'État. Il faut observer sa candidature validée, c'est une victoire d'État. Ça peut balancer
faire balancer en tout cas la lutte d'une manière générale. On va s'arrêter là pour le débat de presse de ce dimanche. C'était là pour le débat Paul Nikirwamba de Ouaga FM, Hyacinthe Bourseke Sanou de Omega FM et Albert Nagrego de Libre Info. Merci à tous les trois d'être venus. Merci à vous également pour votre attention renouvelée à cette émission. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.